On dit qu'il existe des royaumes qui ne vivent que lorsque quelqu'un les rappelle avec amour. Ils n'apparaissent sur aucune carte, n'ont pas de frontières visibles, et pourtant, quand la nuit tombe doucement et que la lune se pare d'une couronne d'argent, on entend leurs fontaines, leurs cloches et le murmure de leurs jardins. Dans l'un de ces royaumes vivait la princesse Lyra, fille du palais de Nacre, une structure construite avec une pierre si claire qu'elle semblait garder en elle l'éclat de toutes les aurores du monde. Lyra n'était pas célèbre pour sa vanité ni pour sa voix dans les bals. On se souvenait d'elle pour une qualité bien plus étrange et belle. Depuis son enfance, quand son cœur était ému ou attristé, ses larmes brillaient comme si elles étaient de l'eau mélangée à de la poussière d'étoiles. La reine, sa mère, lui disait souvent avec tendresse en séchant une joue illuminée: tes larmes ne sont pas une faiblesse, mon amour, elles sont un langage. Quand le cœur ne peut plus parler, la lumière parle pour lui. Lyra grandit en apprenant à lire ce langage silencieux. Elle savait qu'il y avait des larmes qui naissèrent de la peur et d'autres qui jaillissaient de la gratitude. Des larmes qui avaient le pouvoir de guérir de petites blessures et des larmes qui ouvraient des portes invisibles. Et bien qu'elle s'efforçât d'être une princesse forte et décidée, il y avait des nuits où le monde lui semblait trop vaste et mélancolique. Dans ces moments-là, une seule goutte tombait, silencieuse, et restait vibrant sur ses doigts comme une petite lune captive du temps. Le royaume de Lyra, pourtant, changeait. Pas de façon brusque comme un orage d'été, mais lentement, avec la subtilité d'une bougie qui se consume dans une pièce close sans que personne ne remarque la pénombre, jusqu'à ce que l'ombre occupe déjà tout. Le problème commença dans les vallées. Les fleurs commencèrent à sentir moins bon. Les arbres donnaient des fruits qui manquaient de saveur, et le ciel, bien qu'il ne fût pas nuageux, semblait avoir oublié ses couleurs les plus vibrantes. Les anciens de la cour parlaient à voix basse du jardin de la lumière endormie, un lieu mythique caché au-delà des monts bleus, où la première lumière du monde s'était reposée autrefois. Ils disaient que lorsque ce jardin s'éteignait, le royaume entier commençait à perdre son essence, devenant gris et oublieux. Le roi convoqua des sages, des musiciens et des astronomes, mais personne ne put expliquer pourquoi la vitalité s'échappait des terres. Ce fut alors que par un matin froid, le miroir le plus ancien du palais, un cristal antique qui ne reflétait jamais exactement la réalité, montra une image qui n'appartenait pas au présent. Il montra un jardin immense couvert d'une rosée argentée et en son centre, une fontaine avec une sphère submergée qui battait faiblement. Sous l'image, apparurent des mots écrits par une main invisible. La lumière s'endort quand elle n'est pas aimée. Réveille-la avec ce qui naît du cœur. Lyra lut le message et ressentit un petit tirage dans sa poitrine, comme si quelqu'un avait tiré sur un fil d'argent attaché à son propre destin. Elle le sut à cet instant. Le royaume l'appelait, elle. Cette nuit-là, alors que le palais dormait sous un manteau d'étoiles éteintes, Lyra mit une cape couleur nuit et descendit les escaliers en colimaçon avec la douceur de celui qui ne veut réveiller même pas la poussière. Elle n'emportait que le nécessaire, un flacon de cristal pour garder de l'eau pure, un ruban bleu hérité de son lignage et un petit pain rond que la cuisinière lui avait offert pour que le chemin ne lui vole pas sa force. À ses côtés marchait Tarin, le jeune bibliothécaire du palais, et son ami le plus fidèle depuis l'enfance. Tarin n'était pas un chevalier à l'armure brillante, mais il possédait quelque chose de plus précieux. Il savait écouter le monde et portait avec lui un livre aux couvertures usées où il avait copié toutes les légendes oubliées du royaume. Ils marchèrent pendant des jours, traversant des villages où les gens suspendaient des lanternes en plein jour pour combattre une obscurité qui n'était pas physique, mais de l'âme. Ils traversèrent des forêts où les bouleaux sonnaient comme des carillons de vent.
et en arrivant au pied des monts bleus, l'air devint dense et étrange, comme si le temps respirait là-bas d'une autre manière. Dans une grotte où le feu de leur foyer semblait dessiner des figures sur les parois, Tarin ouvrit son livre. « Il est écrit ici, murmura-t-il, que la lumière première dort dans un jardin scellé par trois choses, une promesse véritable, un souvenir pur et une larme de lune. » Lyra resta immobile, regardant ses mains. Elle comprit que son don n'était pas un hasard de naissance, mais une préparation pour ce moment précis. En franchissant le col le plus haut des monts, une plaine de brume scintillante apparut devant eux. Au milieu de la brume, ils trouvèrent Marélia, une femme âgée enveloppée dans un manteau de feuilles mortes qui semblait exister entre deux mondes. « Vous êtes venus pour le jardin », dit-elle d'une voix qui sonnait comme la terre et les racines. « Si vous cherchez à réveiller la lumière, vous devez payer le prix de la sincérité. Rien ne brille si le cœur ment. » Elle les conduisit jusqu'à une porte de pierre couverte de mousse avec trois espaces vides. Lyra fit face au premier sceau, la promesse véritable. Elle ferma les yeux et imagina son peuple, les enfants qui ne savaient ni plus ce qu'était un arc-en-ciel. « Je promets que, si je réveille la lumière, je ne l'utiliserai pas pour mon propre éclat, mais pour que le royaume retrouve son chemin, déclara-t-elle. La pierre vibra et le premier espace se remplit d'une étincelle dorée. Pour le deuxième sceau, le souvenir pur, Lyra remit son ruban bleu, chargé du souvenir du jour où elle comprit que le bonheur n'est réel que lorsqu'il est partagé. Le deuxième trou s'illumina d'un bleu profond. Enfin, vint le tour de la larme de lune. Lyra n'essaya pas de forcer les pleurs. Elle laissa simplement son amour pour le monde coulé. Elle pensa à la fragilité de la vie et à la beauté de ce que l'on soigne. Une larme brillante roula sur sa joue, et en tombant dans le flacon, puis en étant versée sur la pierre, la porte s'ouvrit enfin. De l'autre côté, le jardin de la lumière endormie était un spectacle de mélancolie. Les arbres avaient à des feuilles de cristal opaques, et les fleurs étaient nez fermées, se protégeant d'un monde qui les avait oubliés. Au centre, la fontaine soutenait la sphère pâle. Cependant, en s'approchant, l'eau leur montra une tentation. Lyra vit son reflet comme une reine éternelle, puissante et adorée au-dessus de tous. Le reflet lui murmurait que la lumière était à elle pour la dominer. Mais Lyra secoua la tête. « Je ne veux pas de la lumière pour être plus grande, » dit-elle avec fermeté. « Je la veux pour que les autres ne se sentent plus jamais perdus. » Le prix final fut le plus difficile. Pour réveiller la sphère, Lyra devait livrer son don. Elle devait renoncer à sa capacité de pleurer de la lumière, devenant une femme commune, vulnérable au poids du monde sans le soulagement de la magie dans ses yeux. Elle se pencha sur la fontaine et, dans un soupir d'abandon absolu, laissa tomber le dernier éclat de son flacon. À cet instant, sa larme suivante fut transparente, humaine et tiède. Elle tomba dans l'eau et, loin d'être insuffisante, fut le catalyseur parfait. La sphère s'alluma d'un battement argenté qui se propagea dans tout le jardin. Les fleurs s'ouvrirent en exhalant des parfums qui guérissaient la fatigue, et les arbres allumèrent dans leurs feuilles comme des lampes d'espoir. Une onde de lumière voyagea depuis le jardin, traversa les monts et rendit la couleur aux vallées de Selène. Quand Lyra et Tarin revinrent au palais de Nacre, le royaume n'était plus le même. Les gens riaient, les fruits avaient le goût du soleil, et le ciel montrait des nuances que personne ne se souvenait avoir jamais vues. Lyra devint une reine dont la couronne n'avait pas besoin de diamants pour briller. Bien que ses larmes n'illuminent plus les pièces sombres, sa présence émanait une clarté qui naissait de ses actes. Elle apprit que la magie la plus forte n'est pas celle que l'on hérite, mais celle que l'on construit avec des décisions justes et une tendresse ferme. Et on raconte que, les nuits de pleine lune,
La fontaine du jardin de la lumière endormie chante encore une chanson de gratitude à la princesse qui a osé perdre sa propre lumière pour que le monde entier puisse à nouveau briller. Le royaume de Lyra n'oublia plus jamais ses couleurs, car elle vivait désormais dans le cœur de chaque habitant qui, en regardant le ciel, se rappelait qu'aimer est la forme la plus haute d'illuminer le chemin de la vie. Si cette histoire vous a plu, abonnez-vous pour découvrir d'autres contes de princesses.